Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline. Je reçois aujourd'hui et toujours avec plaisir David Chantrane, historien, directeur des sites patrimoniaux de Rueil-Malmaison. Pour l'ouvrage Jacques-Louis David chez Passé Composé. Bonjour David. Bonjour. David, Jacques-Louis David. Oui. Vous avez fait exprès? Ah, j'ai pas fait exprès, mais ça m'a un peu rattrapé. C'est vrai que quand je donnais des conférences, en particulier sur le sacre de Napoléon, peint par David, le public, les organisateurs disaient toujours tiens, l'homonymie, elle est amusante, le petit clin d'œil. Donc ça, j'ai tourné autour du personnage pendant longtemps. J'ai tourné autour du personnage longtemps, et puis ça m'a rattrapé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y avait une commémoration. Ouais. Parce que c'est le bicentenaire de sa mort cette année. Il est mort le 29 décembre 1825. Et lui-même aussi a joué l'homonymie jusqu'au bout, puisque c'est la Saint-David, ce 29 décembre. Donc c'est assez étonnant. Et pour l'autre, parce que en ayant été commissaire d'exposition sur le tableau au Louvre il y a 21 ans, en ayant publié sur le sacre à différentes reprises, commissaire aussi dans d'autres circonstances, voilà. Sa peinture, le personnage, ses rapports avec Napoléon, d'une certaine manière, ça m'était familier. Et ben, je me suis lancé et ça a été 2 ans et demi de travail. Et c'est un vrai plaisir de recherche. En revanche, le personnage, mais on va en parler. C'était assez difficile de s'intégrer, d'essayer de comprendre comment il avait pu autant louvoyer et se positionner à différents moments. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Là, vous proposez vraiment une lecture approfondie, vivante de son parcours. C'est quand même une figure centrale de la Révolution et du Premier Empire. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'il y a l'expo au Louvre au moment où on enregistre. Jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est ça, janvier 2026. Contrairement à d'habitude, avec ce livre, vous écartez en fait du catalogue artistique habituel pour dresser le portrait d'un homme justement complexe, à la fois artiste du pouvoir, témoin des bouleversements politiques et pas que témoin. Acteur. Son temps, vraiment acteur. C'est lui qui fait beaucoup pour la fête de la Fédération, etc. Pourquoi ce personnage est-il... Ah, non, avant la question, tiens, à un moment donné, vous dites ce livre a failli ne pas exister. Pourquoi ? Au départ, j'avais publié il y a quelques temps, 2 ans et demi, des chroniques de territoire. Oui. Je m'étais intéressé à l'histoire des régions. Voilà, et ces chroniques de territoire avaient permis de balayer un certain nombre à la fois d'événements et de lieux qui m'étaient chers parce que j'y étais allé tout simplement et aussi parce que j'avais un peu travaillé sur la question. Donc je m'étais dit, faisons une sorte d'anthologie à la fois personnelle, parce que ça reste aussi toujours un peu subjectif, hein, le domaine artistique et le domaine historique en l'occurrence, parce que c'est aussi beaucoup d'art, beaucoup d'objets, beaucoup de lieux, d'églises, etc. dans les chroniques des territoires. Et l'éditeur m'avait dit, mais pourquoi ne prolongerions-nous pas dans un autre domaine ? Alors je ne dirais pas, parce que peut-être que le sujet reviendra, mais je ne le croyais pas assez mûr, donc... avec une conversation toujours avec l'éditeur que je cite, Arthur Chevalier, que tout le monde connaît, Arthur me dit « Ah mais oui, tu as une autre idée ». Et cette autre idée, c'était, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, le bicentenaire, le personnage, son art, et puis se pencher un peu sur le personnage lui-même, dans ses convictions, dans ses doutes et ses affirmations. Tout ça tombait très bien. Donc voilà, il ne devait pas arriver. Le voici. D'accord. Et je suis assez content finalement pour 2 raisons. La première parce que, comme souvent en histoire, on arrive avec des a priori et on en ressort avec des visions totalement différentes de ce qu'on avait auparavant. Et la deuxième chose, parce que souvent, effectivement, parce que c'est un artiste, parce que c'est un peintre, on s'est toujours un peu contenté de son art et de ses œuvres, et pas vraiment de son parcours et de ses doutes et de son caractère très changeant, très versatile, que j'ai essayé de montrer dans le livre. On voit bien, parce que vous l'aurez constaté aussi en le lisant, et j'espère que les auditeurs le verront aussi, à la différence de certains ouvrages précédents où j'aimais beaucoup manier la plume, là, entre guillemets, j'essaie de non pas me cacher, mais de me retirer derrière à la fois la documentation, qui est très abondante. Il y a 900 notes. Ça reste du très sérieux, mais j'essaie toujours de donner un peu de vie dans tout ça et d'être assez, entre guillemets, littéraire. Mais malgré tout, c'était nécessaire de revenir un peu au travail de source, beaucoup d'archives, et j'ai trouvé un certain nombre de choses qui avaient été peu exploitées. En revanche, il y avait une grosse littérature, je vous le dis, sur la partie artistique elle-même. Donc je cite beaucoup de tableaux, mais il me semblait que la vie du personnage et ses choix, ses convictions, sa vie personnelle, intime, son rapport avec ses élèves, tout ça méritait d'être présenté et d'être rappelé. Et vous le dites, c'est un vrai travail d'historien et j'ai adoré ça. Je prends un exemple, dès le départ, et j'ai mis génial pour moi dans la marge, que se sont dit David et Bonaparte
nul ne le sait. Point final. Alors que la plupart des... vont essayer de vous inventer des trucs. Voilà, c'est ça. Et c'est insupportable. Et ça, c'est bien. Il y a un confrère suisse qui vient de faire une chronique il y a quelques temps, là. Je peux le citer pour le magazine Bilan. J'ai trouvé intéressant, justement. Alors, il est sans volonté de plaire ni en tant qu'auteur, ni à l'éditeur lui-même. Il dit exactement comment il a ressenti le livre. Mais il dit, ce qui m'a beaucoup touché, que je me suis retiré derrière justement les éléments, sans donner ce que vous dites très justement, c'est-à-dire sans donner de fausses pistes, d'indications, de soi-disant jugement de valeur et autres. J'apporte, non pas forcément brut, il ne faut pas non plus exagérer, mais j'essaie de donner le maximum d'éléments pour que le lecteur se fasse son opinion et surtout qu'il découvre qui il est. Parce que ce personnage de David, je vous le dis, on était souvent tellement écrasé par son art, avec des tableaux de tellement d'importance pour notre symbole historique. Et quand on voit toutes les périodes qu'il a pu couvrir, que ce soit la fin de l'Ancien Régime, la Révolution, le Consulat, l'Empire et puis même son exil, voilà, il était écrasant dans tous les sens du terme. Et bien, il fallait essayer de dépoussiérer tout ça et de retrouver un petit peu, à travers la documentation, à travers les archives, à travers les lettres. Il y a une grosse correspondance, par exemple, à la fin de sa vie avec Gros, le peintre Antoine Jean Gros, qui était son élève. Tout ça méritait d'être resitué et on essaie de cheminer avec lui. Et je commence effectivement avec ce premier paragraphe de la rencontre avec Bonaparte qui change vraiment beaucoup de choses pour lui dans un moment où il est un petit peu entre deux. C'est juste l'après-révolution et il ne sait pas véritablement où sera son avenir. Et ce héros qu'il découvre, parce que c'est ainsi qu'il le cite, va tout changer dans sa carrière et dans son parcours. Moi qui ai fait un peu d'histoire de l'art, je préfère très nettement Gros à David. Pour le sourire, c'est sûr que le Sacre, c'est peut-être l'un des seuls tableaux qu'on ne peut pas voler au Louvre, parce que celui-là, il faut vous repartir avec. 9 mètres par 6, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pas simple, mais c'est vrai que je ne suis pas très fan. Alors, à la base, je n'étais pas fan du tout de l'œuvre. Je ne connaissais pas tellement le personnage, mais l'œuvre, je trouvais un peu que c'était de l'art pompier, à part 2 tableaux, Marat et le Serment du jeu de paume, que je trouve très fort, justement, loin de ce qu'il fait d'habitude. Parce que c'est un moment où il change complètement à la fois d'optique et de choix esthétiques. Lui qui était dans cette veine effectivement de post-pompier, ou de post-rococo, puisque le pompier va revenir après, mais de post-rococo pour essayer de retrouver avec les découvertes de Pompéi d'Herculanum cet art fait de pureté classique, de vertu, etc., qu'il affirme par la toile, en particulier dans le Serment des Horaces. Il est dans cette veine-là. Et effectivement, il y a cette parenthèse révolutionnaire qui montre un artiste totalement différent, qui s'intéresse à la décoration, qui s'intéresse à l'organisation des fêtes, qui monte à la tribune alors qu'il avait des problèmes d'élocution. Enfin bref, il est dans la contradiction permanente. Et artistiquement, ça change du tout au tout. Le Marat, le jeune Barras, c'est des façons de représenter l'événement historique contemporain, alors que lui était tellement dans la mythologie, l'Antiquité. Là, il est confronté à son monde contemporain, tout de violence et de fureur, et il présente dans ces scènes particulières, et en particulier cette mort de Marat, un élément qui tend à une certaine déification du personnage, et qui à la fois dans son pinceau, dans sa touche, annonce déjà Géricault, annonce déjà même le style des années 1850-1870 qui annonce déjà aussi l'impressionnisme. C'est très intéressant. Et puis il va y revenir, en revanche, il revient en arrière en reprenant un peu le style de Rubens, en retrouvant les peintres 16e, 17e, parce qu'il se met au service du pouvoir de Napoléon. Et donc c'est un avis de nouveau encore différent. Donc pour tout ça, quand on arrive à rentrer dans le détail, on comprend à travers à la fois son parcours et ses choix pour quelles raisons ces tableaux ont tant évolué et qu'il n'y a pas qu'un David, qu'une seule touche à la David, mais qu'il y en a beaucoup et que c'est assez intéressant de les voir sous cet angle-là. Et c'est vrai que sans spolier la suite, le fait de partir en exil en Belgique, dans le Nord, c'est pas neutre, évidemment. Il aime la peinture du Nord. Oui, et ça va beaucoup compter aussi dans son rapport au coloris. Lui qui s'est intéressé, et vous l'avez très justement rappelé, à la ligne, qu'ensuite prolongeront des gens comme Ingres, par exemple, eh bien, dans son coloris, il retrouve un peu de fraîcheur. Et on a une comparaison toute simple, toute rapide, c'est de voir la toile du Sacre, que tout le monde connaît, qui est au musée du Louvre,
avec un caractère un peu caravagesque, très rubens, comme je le disais, puisqu'il s'est inspiré du couronnement de Marie de Médicis, qui est un peu sombre. Et de l'autre, la réplique qu'il avait débuté à Paris et qu'il achève en exil justement à Bruxelles, et qui montre cette influence des peintres flamands et de cette peinture beaucoup plus lumineuse. Ouais. Eh bien, on voit, en comparant les deux toiles, l'une donc est au Louvre, l'autre est à Versailles, en comparant les deux toiles, on voit tout ce changement, ce cheminement esthétique et pictural qui était le sien, pour montrer aussi que c'est un personnage qui a beaucoup changé, mais qui surtout a été à l'écoute des styles esthétiques. Quand on a un maître comme lui, il l'a été, avec près de 600 élèves installés, ce que lui reprocha par exemple Delacroix, en disant « Oh là là, le style David, ce que vous disiez très justement, ce côté empesé, académique, alors qu'il était anti-académie, mais voilà, peu importe. Curieux, mais académique dans l'enseignement, pas dans le style. Eh bien, ce côté académique empesé, lui qui a été un peu le tyran des arts, d'une certaine manière, lorsqu'il arrive en exil, eh bien, il retrouve un peu de fraîcheur, un peu de jeunesse d'esprit, et il écoute, il regarde ce qu'ont fait ses élèves, à commencer par exemple par Ingres, je l'ai cité, par Gros, voilà, qui sont en train d'évoluer, et ben, il se dit, je vais prendre cet élément-là, et on le retrouve dans une de ses dernières toiles, qui est le Mars et Vénus, entouré par les Grâces, où on retrouve ce côté Ingres. Et donc, justement, c'est pour cette raison qu'à l'exposition du Louvre, ils ont confronté David avec son ancien élève Ingres, et que les deux toiles, Jupiter Tétis d'un côté de Ingres, et puis Mars et Vénus de l'autre par David, montrent que le maître a suivi l'enseignement de ses propres élèves. C'est extraordinaire. Et ça, c'est assez rare. Ouais, ça, je suis d'accord. Il y a, vous le disiez, énormément de sources. Vous avez fait un travail, j'allais dire comme d'habitude, mais un vrai travail d'historien que j'adore. Plus que d'habitude. J'ai retrouvé un peu ce que j'avais fait il y a 20 ans, justement sur le sacre. Ça le nécessitait parce que y a tellement de choses qui avaient déjà été publiées par Philippe Borde, par Alain Pouchetou, par Sylvain Lavessière, par Schnapper et Cérulas en 89, qu'il fallait un petit peu reprendre ce qu'ils avaient fait très justement, et puis essayer d'établir un corpus qui était aussi utile pour les chercheurs, pour les étudiants, pour les spécialistes. Mais comme c'est en notes, eh bien, ça peut se lire sans. Oui, donc, chacun y fait son choix et ça permet de toucher, entre guillemets, deux publics. Je suis d'accord. Est-ce que c'était dur, justement, de jongler avec toutes ces archives? Est-ce que c'est compliqué, long, fastidieux? Ça l'est un peu, toujours. Mais c'était aussi un plaisir de l'enquêteur. Parce que si on est historien, c'est aussi pour ça. Historien veut dire enquêteur. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça. Donc, on reste dans l'esprit de Thucydide. On reste dans l'esprit de ces premiers chercheurs. Et puis, comme j'étais étudiant à Strasbourg, il y a aussi cette part de l'école des annales qui me reste et à laquelle je suis très attaché, que j'essaie de retrouver, par exemple, lorsque j'étudie à travers David son quotidien, la façon dont il s'installe au Louvre, comment il se comporte vis-à-vis de ses élèves, justement, quelles sont les difficultés matérielles qui sont les siennes, parce que c'est quelqu'un qui est très intéressé aussi par les finances. Il ne cesse de réclamer aux administrations successives son dû. Donc voilà, il y a tout cet aspect, cette approche de l'art d'un côté et de l'autre, de la vie quotidienne de cette fin du 18e, début 19e, qui peuvent être aussi intéressants pour d'autres aspects, autres donc justement que artistiques ou simplement historiques. Alors moi je le percevais comme un personnage très, très froid, plutôt dogmatique justement à travers sa peinture. Je ne connaissais vraiment pas le personnage à ce point-là, parce que dans l'histoire de l'art global, il ne représente pas énormément en fait. Faut être objectif. Quelle part d'humanité vous avez découverte chez lui? Une humanité contrariée. C'est un enfant qui était un peu en difficulté parce que les conditions familiales étaient toutes tracées pour qu'il succédât à son père qui faisait le commerce du fer sur le quai de la Mégisserie à Paris. Comme ce père a un revers de fortune et qu'il tente d'exercer son travail, notamment en Normandie, et qu'il meurt victime d'un duel, David finalement joue sa carte très jeune, donc en étant artiste, et ce qui va être un peu compliqué parce qu'il doit finalement jouer contre cette prédestination, et il devient un artiste important. Mais il a deux choses importantes aussi qu'il faut rappeler. D'abord parce que il est dans un moment où, si l'on veut servir le pouvoir, il vaut mieux être
du côté de François Boucher, qui était un de ses familiers, puisque petit cousin de sa mère. Et lui va se destiner à être un artiste d'art néoclassique, qui à l'époque est un peu mal vu par l'Académie, qui est d'ailleurs très contesté. Et avec ce serment des Horaces, il s'affirme, mais il aura fallu du temps. On a toujours l'impression d'un artiste très engagé. Il faut attendre du temps. Il est né en 1748. Le serment des Horaces, c'est 1785. Donc, c'est pas, entre guillemets, l'expression n'est pas galvaudée, c'est pas le perdreau de l'année. Et il devient le fer de lance de toute une école française qui régénère l'art, un peu par contraint forcé, parce qu'il l'a un peu cherché, mais on le pousse en avant et ça va peut-être radicaliser sa présentation. Donc c'est un peu ça que j'ai trouvé, c'est ce visage d'un homme qui a été marqué aussi par une exostose, donc il a été déformé du visage, il avait des problèmes d'élocution, donc peut-être qu'il a dépassé aussi ce handicap avec une peinture qui reste quand même son moment un peu de privilégié. Il y revient régulièrement, même lorsque la Révolution l'engage dans des grandes fêtes populaires ou de faire des grands discours à la tribune. Il restera un artiste avant tout, et au moins pour ça, c'est assez intéressant de l'étudier dans tous ses aspects. Comment vous diriez, c'est plutôt un opportuniste politique, un peintre engagé ou un visionnaire artistique, ou tout ça à la fois? C'est tout ça à la fois. Ouais, c'est tout ça à la fois. Ce qui se relève vraiment de cette première lecture. Ensuite, après, on pourrait discuter des sources elles-mêmes, mais de la lecture qui reste de ce livre, puisqu'au départ, j'en avais fait plus d'1 million de signes, sans rentrer dans les détails, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près un tiers de plus, avec beaucoup plus de sources, beaucoup plus d'éléments. J'ai voulu non pas synthétiser, mais ne conserver que ce qui était essentiel pour le découvrir, sinon ça devenait autre chose, ça devenait quasiment une thèse. Il y a les trois, effectivement, à la fois. C'est plutôt un opportuniste. Ça, c'est assez révélateur. Opportuniste parce que peut-être d'avoir subi 3 échecs successifs pour devenir élève à l'école française de Rome, ça a peut-être compté dans son caractère. Il garde une dent, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, contre l'Académie. Et lorsqu'arrive la Révolution, l'un de ses premiers chevaux de bataille, ça va être justement de mettre fin à cette Académie et d'essayer d'avoir des académiciens libres. Il dénonce l'enseignement qui est totalement aberrant, où on avait à l'époque, chaque élève, il faut imaginer, chaque élève devait changer de professeur tous les mois. C'est-à-dire que pendant un mois, vous preniez une façon de travailler, et puis vous devez changer au mois de février. Et en mars, ça c'est encore autre chose. Donc il dénonce ce caractère totalement ubuesque, et lui-même essaie au contraire de libéraliser son art et les élèves. D'ailleurs, ce qu'on va retrouver, ensuite, il va l'appliquer tout au long de sa vie. Donc c'est un opportuniste politique. Il a quand même servi, en particulier en 1788, le comte d'Artois. Et puis l'année suivante, il a une phrase très dure contre Marie-Antoinette, en disant en substance que c'est une charogne, qu'il faut s'en débarrasser. Quel grand écart politique. Mais il n'est pas une contradiction près. Et de l'autre, ce côté intéressant du personnage qui va donner naissance à des courants de peinture totalement différents, les primitifs d'un côté, les pompiers de l'autre, les pré-romantiques. Enfin, tout ça vient de l'atelier de David. Donc, ça nuance un peu le côté tyrannique qu'on lui attribue, et ça montre aussi qu'il laissait s'exercer les talents les plus divers. Et surtout, ce qui était très rare à l'époque, des artistes féminines dont il a été, alors qu'on le taxe parfois de misogynie, ce qui peut être un peu le cas dans sa vie personnelle. Il a un rapport un peu étonnant aux femmes, et en particulier avec sa propre épouse. Mais de l'autre, il a été un maître très attentif à ses élèves féminines, et il a donné naissance à justement ces courants de peinture différents où les femmes ont une place très importante. Comment on explique sa véritable fascination par rapport à Bonaparte ? Il est fasciné par les hommes forts, en fait. Il a suivi Robespierre. Il a suivi Robespierre. Et Bonaparte, c'est une fascination. Il est, alors là, totalement inscrit dans son temps. C'est-à-dire qu'il est déçu de cette royauté où on n'arrive plus véritablement à avoir de direction assurée. Il s'engage assez tôt, finalement, dans la Révolution. Il cherche par tous les moyens à être député.
effectivement, il va suivre Robespierre et avec ces fameux mots qu'il prononce avant même la chute en disant « Toi, l'incorruptible, je te suivrai jusqu'à la tombe en buvant la ciguë ». Non. Bah non, il ne le fera pas, il se retire, il se fait porter pâle. Il en est quitte d'ailleurs pour un emprisonnement, mais il échappe à la guillotine. Il est emprisonné à 2 reprises. Et puis effectivement, comme il est à la recherche d'un héros, comme il le dit, eh bien, pourquoi le trouve-t-il ? Il est fasciné effectivement par le pouvoir fort, il est fasciné par la gloire, et il y a sans doute aussi dans son rapport à l'être humain et au destin politique, il est resté quand même très impressionné par l'histoire de l'Antiquité. Donc il cherche par tous les moyens à avoir un personnage qui incarne cet idéal. Le héros antique. Et il va le trouver dans un premier temps avec Robespierre, dans ses fameuses déclarations, et ensuite dans sa politique qu'il mène, et même dans sa radicalité. Et avec Napoléon, d'une certaine manière, c'est le pouvoir des empereurs à la romaine qui lui va comme un gant. Ça lui sied exactement. Donc David, finalement, a trouvé son héros, non seulement parce qu'il le prononce, mais aussi parce qu'il l'applique dans son art et dans la façon dont il va servir le pouvoir consulaire et impérial. Une première rencontre qui n'a pas été géniale, il faudra une deuxième, parce qu'il y a Gros quand même dans le... Oui, c'est Gros qui invite son maître à venir en Italie, parce que Gros est en train de peindre son passage du pont d'Arcole, et il est fasciné par Bonaparte. Lorsque David arrive en Italie, les 2 hommes ne se calculent pas vraiment. L'un n'a pas vraiment le temps, c'est le moins qu'on puisse dire. L'autre est un peu distant. Et il faut la rencontre à Paris, au moment où les drapeaux sont rentrés et où est rendu à la patrie, et que Bonaparte prépare déjà l'expédition d'Égypte. Les 2 hommes ont une confrontation directe. Ils dînent tout simplement l'un à côté de l'autre. C'est un coup de foudre. Dès le lendemain, David a invité Bonaparte à venir à son atelier, et cette première séance de pose va donner le portrait inachevé que tout le monde connaît, qui est au musée du Louvre justement, et qui a figuré pendant longtemps sur les billets de 100 francs de la Banque de France. Pour les plus jeunes. Oui, pour les plus jeunes. C'est un autre temps. Mais c'est un autre temps. Mais c'est intéressant de voir que cette figure a fixé les traits du héros. Ouais. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce visage, ça n'est pas le Napoléon avec le bicorne, la main dans le gilet, qui deviendra la silhouette ensuite. C'est un portrait d'un jeune général enthousiaste, fougueux, les cheveux au vent. Et c'est à cela qu'est confronté David, qui se passionne justement pour l'espoir que suscite ce jeune général corse. C'est pas encore le logo, comme dit Jean Tullard. Non, c'est pas le logo, mais ça va le devenir ensuite. Mais ça n'est pas à David qu'on va l'attribuer. Exact. David, lui, s'intéresse à la figure du politique, du successeur des César et des Alexandre. Si on dit qu'il a cherché à être le Bonaparte de la peinture... Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Hein. Il y a un peu de ça, il régénère son art. Ouais. Il va à l'encontre de la facilité, et puis surtout, on le voit dans ses premières toiles, ce sont des chocs esthétiques, et il se radicalise dans sa façon de représenter les scènes elles-mêmes, avec très peu de décors. Donc s'il y a un tel engouement autour de lui, et aussi une violente critique de l'autre, c'est qu'il met un peu à mal les équilibres précédents. Et ça ressemble à du Bonaparte dans les premiers temps. Donc, non, chez David et Napoléon, il y a une sorte de vie parallèle, bon, avec un écart important d'âge, puisqu'ils ont 21 ans de différence. Mais si j'ai intitulé le titre, si le titre c'est L'Empereur des peintres, c'est aussi pour ça. C'est pour ça qu'il y a une cour il y a une cour qui s'organise autour de lui. Il a été très, très engagé politiquement. Et de l'autre, devenu un personnage installé, eh bien, il distille son art et son courant de pensée, un peu comme Napoléon le fera avec ses premiers lieutenants qui deviendront ensuite des maréchaux. Si on monte un petit peu avant, on peut dire que la Révolution a transformé quand même son art, a changé, à la fois l'a changé lui et son art derrière. Oui, et comme souvent c'est une double rencontre, c'est-à-dire que l'un est changé par l'autre, et la Révolution elle-même a aussi été très importante dans son parcours. Oui, indéniablement. À partir de 1790, lorsqu'il reçoit la commande du serment du jeu de paume, il va essayer de présenter un événement, je le dis encore, contemporain comme ce serment, à l'égal des grandes représentations de l'Antiquité ou de la mythologie,
pour lui, il n'y a pas véritablement de différence entre ce serment prêté à Versailles et puis les grands serments comme celui des Horaces. Il est dans la même veine et il est dans la même tradition. En revanche, il faut trouver à la fois, et c'est ça qui est assez étonnant, il faut trouver un équilibre entre une représentation avec des habits contemporains et sa préparation qui est toujours avec des personnages nus pour donner beaucoup plus de souffle et de mouvement à tout cela. Et c'est peut-être chez lui ce caractère assez surprenant, c'est qu'il il vit de contradictions, mais il arrive à les rendre sur la toile, ce qu'on peut quand même souligner et quand même lui accorder. En revanche, ce qui est important aussi, c'est comme la Révolution va tellement vite, il y a une telle évolution, il va être obligé de poser ses pinceaux assez rapidement parce que des Barnave, des Mirabeau ne sont plus en odeur de sainteté à l'époque. Donc cette toile va vite être considérée comme caduque et David va reprendre sa palette pour présenter des portraits, passer à autre chose et puis ensuite être évidemment, on l'a dit, incarcéré. Et là, ça va être la rencontre avec Bonaparte qui va tout changer. Ouais, c'est sûr que quand on est parisien à ce moment-là, c'est pas simple, ça change tout le temps. Ça bouge beaucoup. D'ailleurs, je sais pas, oui, vous avez vu le film Les années Lumière et les années terribles sur la Révolution française, et il y a cette reproduction du tableau extraordinaire. Extraordinaire. Fantastique. Oui, c'est du temps. Parce que ça reste quand même l'image finalement marquante de cette révolution. Le tableau, il est assez symbolique. Parce que c'est un moment qui aurait dû être un élément de concorde nationale. Et très vite, les différents courants politiques ne peuvent pas à la fois contenter tout le monde. Ça va être ce que l'on connaît avec la Terreur en particulier. Et parce que la toile elle-même, eh bien, elle ne peut pas résumer à elle seule cet épisode qui commence à devenir un petit peu difficile d'être reconnu comme tel. Donc finalement, c'est assez révélateur. Et le film le présente bien d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est assez intéressant. C'est une jolie photographie d'un instant T qui finalement ne durera pas puisque nous ne sommes pas les États-Unis. Est-ce qu'on peut parler d'artiste propagandiste ? Il l'est. Il l'est, non seulement parce qu'il cherche par tous les moyens à devenir l'égal de Lebrun en ayant ce fameux titre de premier peintre de l'empereur. Donc il est obligé finalement d'assumer ce titre d'homme de communication. On ne parle pas encore de propagande, mais c'est un peu dans cet esprit-là. Il l'est aussi parce qu'il va réaliser ces fameux 4 tableaux, donc, dont 2 seulement seront achevés, mais il prépare 4 tableaux qui représentent 4 moments importants du début du régime napoléonien. Le sacre, que tout le monde connaît, la distribution des aigles, qui est aujourd'hui conservée à Versailles, qui représente la distribution finalement des drapeaux aux différents régiments avant de partir pour la fameuse campagne d'Austerlitz. Et puis 2 autres événements qui, de nouveau, comme un peu le serment du jeu de paume, ne seront jamais achevés parce que les circonstances politiques les interdisent. D'abord, l'intronisation. Ça avait été le moment où Napoléon avait prêté serment sur la Constitution dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, quelque temps après son sacre et son couronnement. Mais c'est dans le même épisode. Et puis le dernier, c'était la réception à l'hôtel de ville. Le couple impérial Napoléon-Joséphine était reçu le 16 décembre à l'hôtel de ville pour un grand dîner suivi de feux d'artifice. Mais entre-temps, parce que ça prend beaucoup de temps, évidemment, de réaliser ces toiles de 9 mètres par 6 avec près de 300 élèves qui travaillent d'arrache-pied dans l'église de Cluny qui sert d'atelier de circonstance. Et bien entre-temps, la première toile est présentée en 1808. Donc on compte bien, il a fallu 3 ans et demi. La seconde, la distribution des aigles, il faudra encore 2 ans supplémentaires. Mais entre-temps, je le disais, les événements ont changé parce que Napoléon et Joséphine ont divorcé, qu'il y a une nouvelle impératrice et que tout ce petit monde se dit on ne va pas quand même décemment présenter à la nouvelle souveraine un événement qui a été que finalement à la gloire de son illustre prédécesseur. Donc Joséphine ne peut plus figurer sur les toiles. D'ailleurs, dans la distribution des aigles, David, en toute hâte, doit l'effacer et doit occuper l'espace laissé vacant de Joséphine par la propre jambe de son fils Eugène de Beauharnais, ce qui montre bien qu'on a fait tout ça dans des conditions un peu difficiles et il était impossible de présenter les 2 toiles. Donc, c'est un personnage, effectivement, David, qui s'inscrit dans cette propagande, ou du moins dans cette communication politique impériale. Et puis, alors qu'on ne lui demandait plus, parce que entre Napoléon et David, parfois, il y a eu des petites incompréhensions, eh bien, il va faire ce fameux portrait de Napoléon dans son cabinet de travail en 1812, qui devient une sorte de typologie du chef de l'État,
alors que rien ne préfigurait cela au départ. Et cette toile montre bien aussi qu'il est dans la légende déjà. Ouais. Cette toile va rester majeure dans l'esprit qu'on se fait de Napoléon au travail. Et cette toile va être très importante également dans le regard que l'on porte à la fois sur Napoléon et sur son régime politique. On sait comment il a réagi par rapport à tous ces changements, parce que un artiste, forcément, c'est quelqu'un d'écorché, c'est quelqu'un qui est frustré très rapidement. Dès qu'on lui dit non, c'est une horreur. On a tout ça. Oui, on a tout ça parce qu'il y a deux David. Bah oui. Il y a celui qui est à son atelier, qui travaille et qui est vraiment concentré sur cette œuvre. Et de l'autre, il y a l'homme qui va taper à différentes portes pour qu'on lui paye son dû, qui s'occupe à la fois de finances, de son état, de son prestige, qui réclame aussi la Légion d'honneur qu'on devrait lui accorder simplement. Enfin, voilà, il y a deux David qui cohabitent, évidemment. Et alors, je ne dis pas qu'il faut aller chercher au-delà et faire la psychologie de comptoir, mais quand même, c'est assez intéressant. Et finalement, on retrouve l'artiste seul dans toute sa pureté au moment de l'exil, parce que là, justement, il faut qu'il réponde simplement à des commandes et qu'il propose aussi esthétiquement des choses intéressantes. Et c'est assez intéressant, justement, de voir que cette parenthèse consulaire et impériale a montré les travers aussi du personnage, qui s'intéressait davantage à son propre prestige qu'à son art, alors qu'il était tout occupé à présenter des toiles de très très grande dimension, ou du moins qui avaient une grande importance, notamment pour la postérité. Ouais, c'est pas Léonard de Vinci qui est derrière l'affiche. C'est vraiment. D'ailleurs, c'est pas Van Gogh. Quoi, non, c'est pas Van Gogh non plus. Ça, on est d'accord. Il y a un côté que vous préférez, forcément, plutôt l'artiste. Plutôt l'artiste. Ouais. Le personnage est pas. C'est assez rare quand on lit une biographie. En général, on finit, on se dit c'est chouette comme personnage. Pas forcément. Pas forcément. J'ai eu le même sentiment quand j'ai terminé de travailler sur le personnage, puis même tout au long du travail préparatoire. J'en parlais d'ailleurs justement à mon entourage. À chaque fois, je disais oh là là, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est compliqué, parce que il faut pas passer à côté non plus d'une certaine information, parce que quand on est non pas réticent à s'imprégner de ce personnage, mais au moins essayer de garder toujours de la distance, qui est quand même notre rôle en tant qu'historien. Là, c'était difficile. J'avais des sentiments contradictoires vis-à-vis de lui, en me disant mais c'est pas possible qu'il soit allé si loin. Je donne juste un exemple. C'est un personnage qui, dans un premier temps, peut paraître sympathique dans sa recherche de la pureté, d'aller au-delà de son art. Enfin, il a quand même quelque chose qui est quand même assez remarquable dans les premiers temps. Et puis arrive la Révolution, et il va aller en 1793, jusqu'à soutirer les aveux du dauphin contre sa mère en l'accusant d'inceste. Exact. C'est le David-là aussi. Ouais, c'est ça. C'est celui qui, en 1794, devient président de la Convention et qui envoie à l'échafaud près de 300 personnes, parmi lesquelles figurent ses anciens mécènes, les deux frères Truden. C'est le même. Et ça m'a choqué. Alors, attendez, on a 200 ans d'écart et tout ça était connu. Mais quand vous êtes obligé de vivre au quotidien à la recherche avec un personnage comme celui-ci, parfois c'est un peu dur à porter. Oui, je comprends. Et ça vous marque. Alors, à moins d'être froid et distant, comme notre maître à tous, Jean Tullard, nous le dit tout le temps, mais indéniablement, il y a des moments où vous ne pouvez pas vous empêcher parce que vous avez une humanité. Et quand on a soi-même des enfants et qu'on voit ce qu'il était quand même capable de faire, parfois ça m'a heurté. C'est vrai que c'est une époque curieuse quand on chante la chanson Il pleut bergère et qu'on sait que Fabre d'Églantine, lui aussi, en a fait zigouiller quelques-uns. Oui. C'est curieux. C'est une époque. C'est une époque où il y avait plus de garde-fous, il y avait plus de barrières. Ça révélait les personnalités elles-mêmes. Et d'ailleurs, j'ai pas été le seul à 200 ans d'écart, mais même à son époque, j'ai pas été le seul à être très choqué de son attitude et ne pas le comprendre. C'était le cas de son épouse elle-même, Charlotte née Pécoul, qu'il a épousée donc au moment où il était en pleine ascension. En 1790, ne comprend plus qui est son mari, refuse d'ailleurs de l'accompagner. Elle prend sous son aile et sous son bras ses deux filles qu'elle a eues avec lui. Elle lui laisse les deux fils parce qu'ils ont été sans doute engagés déjà dans cet esprit de la Révolution, mais elle prend ses deux filles, elle s'éloigne, elle demande le divorce, qui lui est accordé évidemment, puisqu'on est en pleine Révolution. Et comme elle a cette humanité en elle, alors qu'il n'a quand même pas été très sympathique, elle a cette humanité. Lorsqu'il est emprisonné en 1794, elle revient le voir. Elle est l'une des seules à lui accorder beaucoup de choses, à améliorer son ordinaire.
et elle va l'épouser de nouveau en 1796. Donc, s'il y en a une à qui au moins David peut reconnaître une grande pugnacité déjà, et puis une grande valeur d'âme, c'est bien son épouse. Et pourtant, alors on serait dit, tiens, voilà, il va la remercier de manière ou d'une autre. Eh bien, le seul portrait qu'il fait d'elle, j'invite les auditeurs à aller regarder, le portrait qu'il fait de son épouse, Charlotte Pécoul, en 1813, et il ne l'améliore pas. Hein. On ne peut pas dire qu'il ait fait utiliser Photoshop pour l'occasion. Là, la pauvre dame, elle est telle qu'en lui-même, avec son visage pas très élégant. Pour dire les choses autrement, Charlotte Pécoul, elle n'est pas présentée comme Juliette Récamier par David. Hein. Il n'essaie pas d'en faire une matrone esthétiquement agréable et tout. Il la présente comme un portrait de intimiste peut-être, mais alors sans être flatté. Ouais, je suis d'accord. C'est quand même étonnant. Et les deux portraits d'ailleurs qu'il fait de ces deux filles, qui figurent à l'exposition en ce moment, au moment où nous parlons donc au musée du Louvre, la même chose. Des tableaux qui ne sont pas flatteurs, qui sont d'ailleurs inachevés. Enfin, tout ça est très surprenant, quoi. Il a un rapport à l'humain et à sa propre famille qui laisse pantois, franchement. Ce qui est curieux quand on sait son enfance, effectivement. Quelle place il occupe aujourd'hui dans l'histoire de l'art français? Parce que moi, c'était 3 lignes et 3 tableaux à l'époque. Alors ça, en revanche, ça m'a beaucoup intéressé. C'était de voir comment la postérité a jugé David, un peu comme on l'imagine, c'est-à-dire avec beaucoup de dureté. Je reprends encore les mots de Lacroix. Il faut bien comprendre que c'était une sorte de tyrannie esthétique et de travail, parce que tous ceux qui ne faisaient pas partie de l'atelier de David pouvaient se faire des cheveux blancs à l'époque. Hein. Quand on sait comment il s'est comporté sous la Révolution, il a compté vraiment aussi dans l'administration impériale. Donc il essayait d'écarter, ou au contraire même d'aller débaucher les élèves des autres. Donc vous voyez, pas très joli effectivement dans cette opération. En revanche, il va compter davantage. Bizarrement, des peintres comme Renoir se recommandent, ou du moins se reconnaissent dans une part du travail de David. Des artistes aussi plus contemporains du XXe siècle vont voir du côté de David dans la façon dont il, non pas se présente même dans la figuration, mais dans la façon dont il coordonne justement toujours la ligne et la couleur. Et ça, chez David, c'est assez surprenant. Il y a par exemple un seul paysage vraiment qu'on lui connaisse, c'est lorsqu'il est emprisonné au Luxembourg et qu'il présente la seule vue dont il dispose à travers sa cellule. Eh bien, dans ce modeste tableau, on retrouve déjà, ou on annonce déjà, l'école de Barbizon. C'est très surprenant. C'est très surprenant. On n'est plus du tout dans la peinture de Valenciennes ou des peintres paysagistes du XVIIIe. Il est déjà dans l'annonce des années 1830-1840 avec Diaz de la Peña, avec Corot, avec Louis Français. Enfin, toute cette école de Barbizon, elle est déjà annoncée par un simple paysage que David fait en 1794 dans sa prison. Ça, c'est intéressant. Ouais, je suis d'accord. Donc, j'allais presque dire que sa postérité, il a voulu la contrôler pour tout ce que je viens de rappeler, avec ses élèves, avec son atelier, avec tout ça, et ses disciples qu'il a formés. Mais finalement, ça se révèle aussi intéressant pour les quelques éléments qui distillent soit dans des paysages, soit même dans certains portraits ou dans certaines compositions. On a des parts qui vont ensuite donner naissance à des courants esthétiques que lui-même n'avait peut-être pas contrôlés. J'ai parlé tout à l'heure de l'exil. On peut peut-être expliquer pourquoi il part en exil. Alors, il part en exil avant de lire le livre. Déjà, il est régicide. Ouais. Il a voté la mort du roi. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Ensuite, je l'ai dit, il a conduit avec beaucoup de violence les réquisitoires contre Marie-Antoinette, et il mène même l'enquête pour extraire ses fameux aveux. Et puis ensuite, surtout parce qu'en 1815, au moment des 100 jours, Napoléon revient et publie ce qu'on appelle les actes additionnels aux constitutions de l'Empire, et David est l'un des premiers à le signer. Et qu'est-ce qu'il comporte, ce document? C'est que dans un de ces articles, il est indiqué noir sur blanc qu'ils feront tout, les uns et les autres, qu'ils feront tout pour éviter que les Bourbons reviennent sur le trône. Donc forcément, lorsque Louis XVIII se retrouve aux Tuileries, David est dans l'œil du collimateur, et forcément, eh bien, il lui n'a plus qu'un seul choix à faire, c'est de partir en exil. C'est pour sauver sa tête. Hein. Ouais, avant que ça dégénère. Donc il quitte le territoire. Dans un premier temps, il espère partir vers Rome. On se souvient qu'il a portraituré le pape
lui, le révolutionnaire, le républicain convaincu, il a été quand même fasciné par ce visage et ce caractère très affable du souverain pontife. Donc, il demande de revenir à Rome, là où il avait d'ailleurs été pendant quelque temps lorsqu'il avait été reçu à l'Académie. Mais comme ça ne lui est pas accordé pour toutes les raisons qu'on imagine, eh bien, il va se contenter, entre guillemets, de s'installer à Bruxelles, ce qui va être un moment d'exil heureux. Il retrouve une certaine sérénité, il travaille pour des commandes qu'on lui demande. Il refuse en particulier de servir d'autres régimes qui étaient très opposés à Napoléon, en particulier les Prussiens, qui lui font un appel du pied pour devenir le maître incontesté de la peinture prussienne. Non, il se contente de Bruxelles. Et à Bruxelles, il recompose des œuvres mythologiques, il retravaille avec une petite école autour de lui, en particulier des Belges qui vont devenir ses plus farouches soutiens. Et puis, il va s'éteindre d'une certaine manière assez tranquillement, en ayant toujours eu soin de rester très fidèle à Napoléon. Avec cette fameuse réplique que j'ai citée en 1822, en étant même le maître d'une des nièces de Napoléon, Charlotte Bonaparte, la fille de Joseph, et puis surtout en ayant refusé de servir les farouches adversaires de son grand héros qu'il avait cité, Napoléon. Un exemple, il y a une anecdote extraordinaire. Il reçoit un jour Wellington, qui vient lui rendre visite à son domicile bruxellois. Et lorsque l'un des vainqueurs de Waterloo lui demande de le portraiturer, David renonce et lui dit « Non, je refuse. Vous savez, je ne peins que l'histoire. » Entendez par là, vous n'en faites pas partie. Ça, c'est absolument génial. C'est vrai qu'on parlait d'opportuniste tout à l'heure. Il aurait pu effectivement servir les Prussiens. Il aurait pu faire ce tableau de Wellington. Il ne l'a pas fait. Donc, il y a quand même une certaine logique. Ah oui, alors c'est-à-dire que autant il est très changeant et on peut être un peu surpris de la façon dont il se comporte à différentes reprises, en particulier sous la Révolution, autant après il va rester très fidèle à la fois à Napoléon, à sa façon de se comporter vis-à-vis de lui. Et d'ailleurs, même des gens avec lesquels il était parfois un peu difficile de rester en bon terme, en particulier Vivant Denon, qui était quand même le directeur du muséum et aussi, d'une certaine manière, l'équivalent de ministre de la Culture d'aujourd'hui. Eh bien, avec Denon, ils vont rester très proches. Lorsqu'il arrive à Bruxelles, il se retrouve avec Sieyès, avec Cambacérès, avec des gens qui ont servi le régime. C'est drôle d'ailleurs. Et voilà. Et il est le représentant officiel de l'art en exil. Et pour toutes ces raisons, eh bien, David, par ses toiles, va devenir le défenseur de la cause napoléonienne. Et donc, dans les peintres qui vont ensuite servir le régime napoléonien de Napoléon III, beaucoup vont se réclamer de David en disant « c'est avec ça qu'il faut qu'on retrouve les accents esthétiques ». Donc, en cela, il a été un napoléonien convaincu et farouche jusqu'à la fin de ses jours. Ouais, c'est amusant. Quand la partie Bruxelles, en lisant, je me disais, mais finalement, il a retrouvé une certaine liberté, en fait. Oui, et cette liberté, c'est celle qu'il avait avant de peindre le Sermon des Horaces de 1785. Il a retrouvé cette liberté. Il a retrouvé cette liberté. C'est drôle. Ça le rend intéressant pour ça aussi, parce que il n'a plus du tout à aller quémander son dû dans les administrations. Là, il redevient le peintre libre, celui qui avait représenté l'enlèvement des Sabines en 99 et qui ne voulait dépendre que de son art. Ce qui explique d'ailleurs qu'il avait fait cette fameuse innovation pour l'époque. On devait toujours présenter son tableau au salon de peinture et passer par la fameuse commission et le fameux jury de l'Académie. Là, il avait voulu que le public vienne découvrir son tableau de l'enlèvement des Sabines, qui figurait d'une certaine manière l'union entre l'Ancien Régime et la Révolution. C'était une sorte de petit clin d'œil symbolique. Eh bien, ce tableau, il le présente au public, qui doit payer 1,80 € pour venir présenter, venir découvrir la toile. Et parce qu'il y a un grand succès populaire, David montre que l'artiste peut dépendre justement que de son art et non pas des commandes ou de l'administration. Et en cela, il s'inscrit, par exemple, à la manière d'un Beethoven en musique ou d'autres. Il est très moderne et il annonce déjà nos grandes galeries de peinture et la façon dont les artistes se sont comportés ensuite vis-à-vis du pouvoir central et vis-à-vis des commanditaires. Un sacré personnage, effectivement. L'empereur des peintres. Pourquoi ce sous-titre alors ? Parce que ça résume sa vie, ça résume ses contradictions et surtout ce parallèle avec la vie de Napoléon, dans sa façon d'être vis-à-vis de son entourage, dans ses radicalités, dans son exil aussi. Il y a un peu tout cela. David n'était pas
n'est pas prédéfini pour devenir l'artiste qu'il est, comme Bonaparte n'est pas non plus, dans les pas d'un futur empereur. À l'époque, le jeune Bonaparte d'Ajaccio ne devait finalement n'arriver qu'à être colonel. Et David va devenir l'empereur des peintres. Je me demandais si c'était ironique quand j'ai ouvert le livre. Je me suis dit, est-ce que c'est ironique? Est-ce qu'il va... C'est-à-dire qu'on peut le juger de façon ironique. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. Ne pas donner de moi-même, ne pas donner de jugement. On peut l'entendre de deux façons. À la fois dans la gloire impériale, David est un peu quand même le personnage qui synthétise ce qui a été fait avant lui et annonce les temps futurs, un peu comme politiquement l'Empire. Et de l'autre, il y a un côté effectivement un peu ironique qu'on peut entendre, qui est ah là là, quel tyran, à la fois tyran un peu domestique, tyran vis-à-vis des gens qui l'entourent. Mais quand même, lorsqu'arrive le moment de l'exil, à la fois pour Napoléon et aussi pour David, ils vont essayer de réécrire un peu leur histoire, jouer sur cette carte de la légende et surtout tenter par tous les moyens qu'après eux, leur postérité puisse être lue de façon positive. C'était le sens de Napoléon à Sainte-Hélène. Ça va être également l'idée que David a. Il entretient une très belle correspondance avec Gros, qui tente par tous les moyens de le faire rentrer à Paris. Et David refuse, jouant un peu cette carte de l'exilé qui a pris du recul, qui ne veut plus s'impliquer. Ça lui a été quand même, non pas profitable, mais au contraire un peu difficile à subir. Donc, il préfère rester dans cette position et... un peu comme une statue du commandeur. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. David va jouer cette carte, comme Napoléon d'ailleurs à Sainte-Hélène. Jacques-Louis David, l'empereur des peintres. David Chantrane, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, de discuter avec vous. C'est chez Passé Composé. C'est pas un livre d'histoire de l'art uniquement, c'est surtout vraiment le personnage que j'ai découvert, vraiment complètement. J'étais à des années-lumière de... Alors ça me l'a pas rendu sympathique forcément, c'est ce qu'on vient de dire, mais j'ai découvert un personnage vraiment intéressant, beaucoup plus attachant sur la fin. En réalité, et au début. Il y a des aspérités, il y a des moments un peu étonnants, et de l'autre, on suit un parcours et un destin hors du commun qui nous conduit du milieu du XVIIIe siècle à ce premier quart du XIXe, où on découvre à la fois des personnages qu'il croise, d'autres pour lesquels il s'enthousiasme, d'autres au contraire qu'il va affronter de manière assez violente. Il se passe des choses. C'est une biographie où je me suis vraiment beaucoup intéressé aussi au personnage qui l'entourait lui-même, parce que qu'est-ce qu'il a croisé comme monde. Il enthousiasme aussi ses confrères à l'étranger qui viennent le rendre visite, qui veulent voir comment il travaille, et lui-même est à l'écoute aussi des différents courants esthétiques ou politiques de l'extérieur. Donc en cela c'est intéressant parce qu'il y a toutes ces strates qui transparaissent à travers un destin hors du commun. Exact. Il est un peu au centre de tous ces personnages, finalement. Oui. C'est ça qui est passionnant, parce qu'on visite cette époque, en tout cas. Merci beaucoup, David Chantrane. Merci de l'invitation. Vivement le prochain. Vivement le prochain.